Notre édition spéciale continue, on est toujours au Palais d'Iéna, ici au CESE, le sommet de la mesure d'impact. On parle coopération internationale avec Alexandre Lourier, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'Action internationale du groupe SOS, qui est quoi, co-organisateur de ce sommet. Exactement. Hein. Voilà. Et Bouna Khan, bonjour. Heureux de Bonjour. vous accueillir. Vous êtes le directeur de Simplon Afrique. Tiens, on va commencer par quelques questions de présentation. Simplon, c'est quoi Simplon Afrique? Alors, Simplon, c'est un organisme de formation. On est une organisation de l'économie sociale et solidaire et on forme des personnes vulnérables et on essaie de les insérer dans les entreprises, soit en emploi ou en auto-emploi. En gros, l'idée, c'est d'aller chercher des personnes, des demandeurs d'emploi, des personnes vulnérables, les former, les accompagner et leur proposer des solutions d'insertion professionnelle. En quelques mots, le groupe SOS et peut-être son action internationale, parce que le groupe SOS, on en a souvent parlé dans nos émissions, mais c'est quoi l'action internationale du groupe? Le groupe SOS, personne ne le sait, mais il est présent dans 50 pays. Et donc, dans 50 pays, on a des activités notamment de reforestation, des milliers d'hectares de mangroves en Indonésie ou au Cameroun avec Planète Urgence, des activités d'insertion. On a une ferme bio d'insertion en Roumanie ou un restaurant d'application à Casablanca, ou encore des activités notamment avec Simplon de formation pro de jeunes dans nos pays d'intervention. Donc en fait, en France, on est très opérateur d'établissements médico-sociaux, notamment 200 maisons de retraite inclusives. Mais à l'étranger, on s'applique plutôt à faire en sorte qu'il y ait des milliers de groupes SOS qui émergent dans tous les pays du monde. L'économie sociale et solidaire, Bouna Khan, qu'est-ce que ça représente au Sénégal aujourd'hui pour la société civile, pour le gouvernement? C'est un levier, quoi? C'est un levier stratégique? C'est devenu un levier stratégique? Tout à fait, c'est devenu un levier stratégique dans le sens où ça ne vous a pas échappé aujourd'hui que le nouveau régime du Sénégal revendique cette souveraineté. Et quand on parle de souveraineté, l'économie sociale et solidaire a un grand rôle à jouer en termes de création d'emplois, en termes de développement de modèles économiques alternatifs. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est devenu un choix stratégique et pour le gouvernement et pour la société civile que nous sommes. Et nous proposons des projets pour aider justement à trouver des modèles d'insertion durables pour nos jeunes. Vous savez que le Sénégal, à l'image de l'Afrique, a une population très jeune et il faut trouver des solutions à tous ces jeunes-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec nos partenaires et le gouvernement. Ça prend même une forme de communication, puisque cette année 2026, c'est l'année de l'ESS au Sénégal. Qu'est-ce que ça peut changer d'une manière générale, mais peut-être aussi pour vous, pour Simplon? Qu'est-ce que vous en attendez quand on met à ce point le projecteur dans un pays sur l'économie sociale et solidaire? Oui, alors vous savez qu'au Sénégal aujourd'hui, le gouvernement a des grosses ambitions sur l'emploi des jeunes. Et aujourd'hui, il y a en moyenne 300 000 jeunes au Sénégal qui toquent aux portes des entreprises diplômées. Mais on sait très bien également que la structuration du marché du travail du Sénégal ne peut pas absorber tous ces jeunes-là. Donc il faut absolument trouver des alternatives. Et l'économie sociale et solidaire, grâce à la formation, peut accompagner ces politiques publiques-là. Et c'est pour ça que le gouvernement a déclaré 2026 année de l'économie sociale et solidaire pour en profiter. Et moi, je pense qu'il faudrait passer de j'ai mon diplôme, je cherche un emploi, ou j'ai mon diplôme, je crée mon activité. Et je pense que c'est sur ça qu'on essaie de travailler pour donner des opportunités à cette jeunesse-là. Alors vous nous l'avez dit, Alexandre Lourier, vous travaillez sur des projets communs avec Simplon, notamment au Sénégal. Alors sur quel projet? On va rentrer dans le détail, tiens, pour bien comprendre ce que vous faites et comment vous pouvez travailler ensemble. Sur quel projet? Je vais rebondir sur ce que vient de dire Bouna sur le Sénégal. Il y a à peu près un job formel pour 10 jeunes qui rejoignent le marché de l'emploi au Sénégal. À l'échelle de l'Afrique, il y a 12 millions de jeunes chaque année qui arrivent sur le marché de l'emploi et il n'y a que 3 millions de jobs formels. Donc 12 millions de jeunes, 3 millions de jobs formels. Ça veut dire que Chaque année. On parle en milliards quand on se projette à horizon 2050. Il y aura un terrien sur 3 qui sera africain à la fin du siècle. Donc si on ne traite pas cette question de la jeunesse, à travers le prisme de nouvelles formes d'emploi, on n'est pas prêt d'y arriver. Donc ce qui se passe, comme l'expliquait Bouna, c'est que trouver un job formel, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Donc on permet à ces jeunes de créer leur propre activité économique, de créer leur propre boîte formelle en bénéficiant de filets de sécurité, parce que l'économie informelle
Il n'y a pas les filets de sécurité derrière les jeunes et on leur permet surtout d'aller vers des compétences d'avenir. Le projet qu'on porte, c'est sur l'inclusion financière, pouvoir utiliser des applications de mobile money que tout le monde a dans sa poche. Ça permet de créer des jobs d'avenir pour les jeunes. Alors quel rôle le groupe SOS joue auprès de vous sur ces projets? Comment ça fonctionne ce partenariat? Alors je pense que la collaboration entre le groupe SOS et Simplon est venue tout naturellement. Et elle est venue aussi parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, il faut qu'on se réinvente. Il faut que les ONG se réinventent avec de nouveaux modèles économiques. Et donc on s'est dit, au lieu de travailler en silo, au lieu de monter des projets, on essaie de bâtir des écosystèmes. Et aujourd'hui, on a une expérience hyper concrète qu'on mène au Sénégal et au Cameroun sur un projet qui est nommé Finance for All, où nous, on forme sur des compétences digitales et le groupe SES, via sa filiale PPI, forme sur l'éducation financière. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place une plateforme pour permettre aux femmes du Sénégal de pouvoir comparer, par exemple, les microcrédits, histoire de mieux les protéger et de leur dire, écoutez, il y a des différences entre les crédits, les sensibiliser pour qu'elles puissent en profiter pleinement. Et derrière, dans la mise en œuvre de leur projet, qu'elles puissent avoir des compétences digitales. Et c'est ce que Simplon fait. Ça veut dire que c'est la création de sa propre entreprise qui est en jeu à chaque fois? C'est ça les histoires humaines que vous nous racontez en fait? Tout à fait. C'est des belles histoires que nous racontons. On en a raconté pendant quasiment 10 ans sur le placement en entreprise. Ouais. On voit maintenant, comme a dit Alexandre tout à l'heure, comment le marché de l'emploi est saturé. Et là, on est en train d'essayer de raconter des belles histoires sur j'ai créé mon entreprise, j'ai été accompagné et j'ai réussi. Et pour les femmes, parce qu'on a parlé beaucoup des jeunes, qu'est-ce que ça change de pouvoir créer son entreprise? Pour les femmes, qu'est-ce que ça change de pouvoir créer son entreprise comme levier d'inclusion, d'intégration à la société? Ça change depuis toujours. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une femme africaine sur 4 qui est entrepreneuse. Elles n'ont pas attendu qu'on invente des projets d'inclusion financière. Ils n'ont pas attendu SOS et Simplon. Non, quoi. Certainement pas. Et je pense que dans beaucoup de cas, c'est elles qui tiennent les cordons de la bourse, les finances du ménage, les outils financiers, la stabilité des revenus, etc. Donc, en fait, je crois qu'il n'existe pas de projet de renforcement d'entrepreneurs, de micro-entrepreneurs ou d'incubateurs locaux qui n'ait pas en fait une action en faveur des femmes de facto, puisqu'elles sont de grandes entrepreneuses et qu'elles font partie pour nous, de la majorité des bénéficiaires de nos projets d'accompagnement. Moi, je viens d'une commune qui s'appelle Pout, qui est à 50 km de Dakar, mais l'économie locale est complètement tenue par les femmes. Elles sont dans des groupements, c'est vrai qu'elles ne sont pas formalisées, et ça c'est un vrai enjeu. Et d'ailleurs, j'appelle le gouvernement, si on a dit aujourd'hui que l'année 2026 est l'année de l'économie sociale et solidaire, on devrait penser aussi à formaliser ces femmes-là, à mieux les accompagner, à leur permettre d'aller pouvoir chercher des financements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des dizaines et des dizaines de groupements de femmes dans ma commune qui tiennent l'économie locale et qui mènent des activités génératrices de revenus et qu'on gagnerait à accompagner compte tenu de la valeur ajoutée, de leur valeur ajoutée dans l'économie locale. Il y a un effet domino après pour toute l'économie, et évidemment. On parle de finance, là, vous venez d'évoquer cette question. Alexandre Lourier, la finance a impact, elle est évidemment au cœur de beaucoup de projets internationaux. Comment on peut mobiliser davantage d'investissements vers ce dont on parle là, c'est-à-dire cette économie sociale et solidaire? Alors il y a la théorie et la pratique. En théorie, la finance est un marteau, on peut détruire beaucoup avec ou fabriquer des maisons. Et en théorie, on veut le mobiliser, ce marteau. L'économie sociale et solidaire, les investissements solidaires, l'ONU l'a promu dans une résolution en 2023. En France, on est beaucoup à pousser ça. J'ai remis un rapport au ministre en charge il y a 3 ans. En Afrique, il y a le Forum africain de l'ESS qui le promeut à Dakar d'ailleurs cette année en juillet. Tout le monde le reconnaît. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Dans la vraie vie, de la même manière que les femmes entrepreneuses du village de Bouna, elles restent dans une activité qui n'est pas formalisée, c'est qu'on ne va pas toujours jusqu'au dernier kilomètre. Et en fait, les masses financières qui sont mobilisées en théorie pour le développement, elles ont du mal à aller aux petites entrepreneuses, aux micro-entrepreneurs, aux petits producteurs. Je vous donne un exemple. Oui. Notre filiale Pulse à Madagascar accompagne la filière vanille. C'est des milliards et des milliards le marché de la vanille. C'est le yaourt que vous avez mangé ce matin. Mais au tout début de la chaîne, c'est des tout petits producteurs qui ne sont parfois pas formalisés, que nous, depuis 10 ans, on aide à se structurer dans une sorte de coopérative qui crée un pot commun et qui, une fois réunis, ont un pouvoir de négociation un peu plus important par rapport à ceux qui fabriquent vos yaourts. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est souvent ce dernier kilomètre
que les grands programmes financiers ne font pas. Et ce que je peux constater, parce que je suis un éternel impatient, c'est que quand on propose des outils de structuration financière et d'investissement dédiés aux plus petits, ça ne marche pas souvent avec les grands institutionnels. Et il faut souvent des acteurs qui prennent des risques et qui s'improvisent financiers. Nous, le groupe SES, on a commencé comme incubateur à l'étranger. Maintenant, on finance directement des projets. On est devenu un acteur de la finance parce que personne ne le faisait. Oui. Bon, j'ai pas eu le temps de manger un yaourt ce matin. Je commençais très très tôt. Donc j'ai mangé un pain au chocolat à l'arrache dans ma voiture. C'est histoire de vous raconter un peu ma Il y vie. a la filière cacao aussi, Oui, attention. ça, elle est très importante. Bounakan, puisqu'on parle finance, on va redevenir un peu sérieux. Est-ce que vous voyez, vous, des lacunes ou des réformes? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que ces financements ils aillent vers les entrepreneurs sociaux au Sénégal? Alors aujourd'hui au Sénégal, c'est simple, il y a énormément de projets que nous on voit sur le terrain, mais qui ne seront jamais financés. Pourquoi? Parce que tout simplement ces entrepreneurs et le modèle ne cochent pas les cases. Les cases de la banque, les banques classiques ne financent pas parce qu'il y a un très faible taux de bancarisation. Les entrepreneurs sociaux n'ont pas de garantie. Donc de l'autre côté, les banques ne veulent pas prendre de risques. C'est ça qu'il faut réformer. Il faut aujourd'hui procéder à la mise en place de mécanismes hybrides de financement qui vont allier un peu de subvention, un peu de garantie de la part de l'État. Et de ce point de vue-là, quand même, le Sénégal est en avance. Je ne le dis pas parce que je suis sénégalais, mais c'est la réalité. Ouais. On a aujourd'hui des fonds de garantie, on a le fonds de financement de la formation professionnelle, on a la délégation à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Tous ces dispositifs-là devraient travailler à mieux protéger les entrepreneurs et à leur permettre d'accéder au crédit. Sous quelle forme? C'est à voir. Effectivement, moi, je ne jetterai pas la pierre à une banque qui dit « je ne te prête pas parce que je n'ai pas de garantie », mais c'est à l'État sénégalais aujourd'hui de travailler à mettre en place ces garanties-là pour permettre aux entrepreneurs sociaux d'arriver à des crédits et puis d'essayer un peu de travailler aussi sur la fiscalité. La fiscalité, elle est très lourde, elle est vue comme très lourde. Moi, je dirige une entreprise sociale, mais je croule sous la TVA. Je croule sous la TVA alors que tout ce que je fais est d'utilité publique. Donc aujourd'hui, je pense aussi que le gouvernement devrait travailler à alléger un peu la fiscalité auprès de ces entrepreneurs sociaux-là. Un dernier mot, Alexandre Lourier. Ce qui compte vraiment, c'est le thème de cette journée. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'associations qui parlent d'assèchement de leur financement. Ça veut dire qu'il faut prioriser les projets, faire des choix plus difficiles. Les chiffres sont sortis il y a quelques jours. L'aide publique au développement, elle a baissé de 25% l'an dernier. Si on zoome sur les entreprises sociales et les ONG, en réalité, c'est plus de la moitié des financements qui ont disparu. Donc si je le dis autrement, les ONG internationales et les entreprises sociales internationales, la moitié va faire faillite en 3 ans. Sauf si elles changent un peu de modèle. Sauf si les ONG assument de devenir un peu plus des entreprises sociales. Et ce qui est très complexe, c'est que le ROI, il est énorme pour la puissance publique. Quand on aide à créer des PIB, des points de PIB d'économie formelle, on crée des emplois, des cotisations, des recettes fiscales pour l'État, etc. Mais ce qui est très dur, c'est de mesurer ce qu'on ne quantifie pas en euros. Comment on mesure d'avoir confiance en soi, de rendre fier sa famille, d'avoir un territoire un peu plus paisible. Ça, c'est pas facile à mesurer. Merci beaucoup, merci à tous les deux. À bientôt sur Be-Smart Fortune. C'est la fin de ce Smart Impact dédié au sommet de la mesure d'impact depuis le Palais d'Iéna à Paris. À très vite.